Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Englo Live, le rendez-vous des startup tech pour réussir ses RP. Je suis Elodie Delgado, la fondatrice d'Englo, l'agence de relations presse et d'influence marketing spécialisée pour les startup tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Parisot, qui est CEO et cofondateur de Blank, le compte pro des indépendants soutenu par le groupe Crédit Agricole. Bonjour Simon. Bonjour Elodie, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai plaisir de te recevoir et que tu puisses partager ton retour d'expérience. Du coup, sans plus attendre, on enchaîne sur les tips du jour qui sont consacrés aujourd'hui à comment bien se préparer à une interview. Alors, il faut savoir qu'une interview, on n'y va pas les mains dans les poches en se disant, voilà, je maîtrise mon discours, c'est top, avec les prospects, avec mon entourage, je suis parfaitement à l'aise. Non, une interview, ça se prépare vraiment en amont. C'est un exercice de style qui est parfois un peu complexe. Vous allez vous retrouver en face de journalistes. Donc, ce sont des personnes qui connaissent très bien votre secteur, qui connaissent vos concurrents, qui vont parfois vous pousser dans des retranchements. Donc, c'est vraiment nécessaire de bien préparer. Moi, ce que je recommande, c'est de créer un document. Ce que je fais avec mes clients, c'est de créer un document Word où je vais vraiment poser, voilà, qui est-ce que la personne interviewée va avoir en face, donc de présenter le parcours du journaliste. Peut-être s'il a des spécificités, par exemple, un journaliste qui adore les chiffres. Donc là, voilà, il faut être préparé au fait que ce journaliste-là va poser des questions voilà, sur des chiffres. De se renseigner sur les articles qui ont pu être écrits auparavant et surtout de préparer en amont en fait les questions que vous allez pouvoir avoir et de se mettre dans les conditions du réel, c'est-à-dire voilà, de se mettre voilà, dans une pièce et de se poser les questions en format interview. Parfois, il faut savoir que c'est chronométré, qu'il y a un temps défini, je pense notamment en live. Donc, c'est important voilà, d'être parfaitement à l'aise en amont. Et puis, pendant l'interview, j'insiste vraiment sur le fait que vous devez pouvoir maîtriser votre discours et ne pas vous laisser embarquer sur des terrains sur lesquels vous n'avez pas envie d'aller. C'est OK pour un journaliste si on lui dit, voilà, on ne communique pas sur cette information. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aussi, à mettre vos critères, vos limites et surtout retenez bien, ça c'est mon dernier conseil et vraiment le plus important, il n'y a pas de off avec les journalistes. C'est quelque chose sur lesquels ils vont être amenés pour certains à vous dire voilà, on est entre nous, non mais ça ne sera pas divulgué, vous inquiétez pas, vous pouvez me confier voilà, cette news. Non, dès que vous entendez le mot off, c'est signal d'alerte et il n'y a pas de off avec un journaliste parce qu'en fait, si vous lui délivrez une information confidentielle, c'est un avantage par rapport à ses concurrents médias et il n'hésitera pas en fait soit à divulguer l'information telle quelle, ce qui est dommageable, ou soit à faire ou à insinuer dans son article qu'il a eu une information en avant-première. Donc surtout faites bien attention. Voilà. Simon, est-ce que tu confirmes déjà ces tips? Peut-être nous faire un retour global aussi sur ces interviews, puisqu'on a fait le lancement de Blank du coup ensemble et tu as été confronté à pas mal d'interviews. Donc, je te laisse voilà, nous faire tes feedbacks. Oui, on a fait pas mal d'interviews ensemble avec l'aide de la préparation d'Elodie. Et oui, bien sûr, je confirme. Moi, je trouve qu'il y a un point intéressant. J'arrivais en tant que vraiment novice sur les RP au moment où on a commencé à travailler avec Elodie sur le lancement de Blank. Et très honnêtement, il n'y aurait pas eu Elodie et on n'aurait pas commencé à travailler ensemble. J'y serais allé la fleur au fusil. Je sais présenter Blank à mes potes, à ma famille. Il n'y a aucun souci. Pourquoi je ne saurais pas le présenter à un journaliste? En fait, la dynamique est vraiment différente et je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. La discussion avec un journaliste, c'est une discussion qui est orientée, où le journaliste va chercher à avoir certaines infos, va chercher à aller sur certains terrains. Nous, on va chercher aussi à amener nos propres infos, ce qui nous intéresse, la façon de présenter le produit. Et donc, il faut avoir préparé ce qu'on veut dire, il faut avoir préparé ce qu'on ne veut pas dire, ou comment présenter les choses, savoir, comme tu le disais, à qui on a affaire. Et du coup, effectivement, ça se prépare. On ne peut pas arriver comme ça, la fleur au fusil, sinon c'est la meilleure recette pour simplement, soit au mieux, pas du tout dire ce qu'on avait envie de dire, soit au pire, dire des choses qu'on n'avait vraiment pas envie de dire.
Oui, parce que l'important, c'est aussi travailler ces éléments de langage, voilà, ces éléments qui sont à placer en fait dans une interview, qui sont des éléments clés. Donc, ce que je recommande aussi, c'est d'avoir une petite checklist. Voilà, préparez bien les chiffres, parce que voilà, certains journalistes sont très très friands de chiffres, donc préparez bien les chiffres sur lesquels vous voulez communiquer. Un autre élément aussi, c'est de bien synchroniser avec des discours en interne pour pas annoncer justement des choses d'un côté puis des choses de l'autre. Si vous avez parfois plusieurs personnes qui sont amenées à prendre la parole dans les médias, c'est bien de se synchroniser aussi, quoi. Se dire, nous, c'est ce qu'on s'était fait à ce moment-là, se partager avec les différentes personnes qui pourraient être sollicitées, qui pourraient prendre la parole. Qu'est-ce qu'on veut dire en termes de chiffres sur le lancement? Qu'est-ce qu'on veut dire en termes de projection sur le futur, en termes de nouvelles sorties de fonctionnalités? Et une fois qu'on est bien d'accord sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire, dans ce cas-là, tout le monde partage ça et on peut amener les bonnes informations durant les entretiens. C'est ça. Les interviews. Du coup, je voulais qu'on fasse un focus sur ton intervention sur l'émission Tech & Co sur BFM Business. Voilà, donc tu as eu l'opportunité d'être interviewé par François Sorel, qui est le présentateur journaliste de l'émission Tech & Co. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur comment ce qu'on a préparé avant, comment ça s'est passé pendant au niveau de tes impressions, voilà. Pas mal d'entrepreneurs sont amenés à passer dans cette émission phare. Et puis l'après, les retours que tu as pu avoir. Ouais. Bon, on a évidemment pas mal préparé avant. L'aspect vraiment important, mais qui sera évident, je pense, pour tout le monde, c'est qu'on est sur du live, donc forcément, pas vraiment le droit à l'erreur, pas vraiment le droit de se reprendre sur ce qu'on dit. Une fois que c'est dit, c'est dit. Donc là, ce qu'on se disait avant sur bien préparer son discours, ce qu'on a envie de faire passer comme message, là où on a envie d'orienter la conversation, et ce sur quoi on ne peut pas répondre, c'est particulièrement important de le préparer avant, puisque là, pour le coup, on ne peut pas se reprendre derrière, quoi. Voilà. Donc ça c'était un point important. Et puis on avait passé pas mal de temps avec Elodie notamment à travailler ça, à travailler les différents éléments de langage, quels étaient les éléments forts de Blanc qu'on voulait absolument mettre en avant, quelles que soient les questions. Et ça permet d'être à peu près à l'aise et de savoir se raccrocher, quelles que soient les questions, parce qu'on ne connaît pas à l'avance les questions du journaliste en face. Ça permet d'aller se raccrocher et de repluguer comme ça des éléments qu'on avait déjà préparés. Ça a beaucoup aidé. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, oui, tu dis. Oui, juste pour parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas très familières avec les termes, mais c'est ce qu'on appelle en amont des média training. Donc c'est vraiment voilà, de se coacher dans les conditions du réel. Voilà, on sait que l'interview Tech & Co, ça dure quelques minutes, donc c'est vraiment voilà, donner un maximum d'informations sans pour autant prendre le TGV et débouler tout un texte appris par cœur. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là de se mettre dans les conditions du réel. Pour donner une idée, en fait, nous, on s'est fait, que ce soit avec Elodie ou avec notre responsable marketing en interne, on s'est fait 3-4 entraînements où tout simplement, il y en a un qui faisait le journaliste et j'essayais de répondre à toutes les questions farfelues qui pouvaient me tomber dessus. Et ça aide pas mal à être serein le jour même parce que clairement, le jour même, il y a un petit peu de stress. En fait, l'environnement est particulier. On est arrivé avec Elodie là-bas. Les bureaux sont complètement déserts. C'était tard le soir. On se fait entraîner dans différentes salles, les unes à la suite des autres. On ne sait jamais exactement quand est-ce qu'on va débarquer sur le plateau. Et tout d'un coup, on est sur le plateau. L'intervention dure 8 minutes. On a juste quelques secondes pour s'installer dans la Cooper Cube. Ouais, c'est ça va assez vite et il y a intérêt à avoir à peu près les idées en place et d'avoir préparé en amont pour que ça donne quelque chose. Ouais. Oui, parce que effectivement, là, l'heure est écrite sur la vidéo, donc t'es passé, il était 20h25 à peu près. Donc, en plus, il faisait nuit dehors encore à ce moment-là. Donc, on arrive, les bureaux sont vides. En plus, on était en période Covid, donc les gens sont en télétravail. C'est vraiment, on rentre, il y a l'accueil qui est une vaste pièce. Après, effectivement, comme tu le disais, on est amené dans une autre pièce qui est une sorte de salle d'attente où on a une vue, on a un écran en fait où on voit en direct ce qui se passe sur le plateau. En fait, on a accès à BFM Business. Donc ce qu'on se dit, c'est je suis le prochain, quoi. Et après, finalement, tu es grâce à l'équipe
de BFM, voilà, on t'apporte dans une autre salle. Donc là, j'étais encore présente et on était aussi présent avec Benjamin, donc, le directeur marketing. Et puis à un moment donné, voilà, c'est à toi. On ouvre la porte et là, tu te retrouves projeté sur un plateau avec effectivement un plateau assez grand où vous êtes que deux et des caméras. Et vas-y, quoi. C'est tout. Exactement, ouais. Le train en marche. Donc là, il faut avoir les idées en place, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise pendant l'interview? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est stressant peut-être les 30 premières secondes? C'est quoi un peu ton feedback vraiment sur le plateau, quoi? En fait, surpris, non, je sais pas vraiment. Je m'attendais à ce que ça soit un peu cette ambiance. On sait pas trop à quoi s'attendre et on est catapulté au milieu du truc. Ça dure 8 minutes et donc c'est un éclair en fait. Non, là où j'étais surpris, c'est vraiment la qualité de l'interview. Ouais. Si vous avez l'occasion de voir, les questions sont un peu sont bien travaillées. On voit que le journaliste en face connaît son sujet, a étudié, et c'est vraiment appréciable comme ça de pouvoir avoir des questions-réponses sur des vrais sujets liés au produit et pas juste de déballer un truc un peu marketing sur ce que fait Blanc. Ça, c'était vraiment intéressant. Honnêtement, j'étais plutôt surpris là-dessus. Après, dans le reste, on s'était suffisamment préparé pour qu'il n'y ait eu pas trop de surprises, heureusement. Bon, ça, et non, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question après, mais les questions ne sont pas connues à l'avance. C'est pas comme si on recevait une liste de questions où on sait précisément quoi répondre à chaque chose. On imagine un peu avec Elodie quel type de questions pourrait tomber, mais non, il faut se préparer à tout. C'est ça. Et en fait, moi, avant, effectivement, de te transmettre une liste de questions que je pense potentielles, en fait, je regarde énormément de vidéos Tech & Co, même si, voilà, souvent le soir, je suis en direct devant l'émission, mais je le focus vraiment sur le secteur, sur potentiellement des concurrents, sur le type d'annonce qui va être faite. Pour avoir voilà un maximum de questions. Bon après voilà comme tu dis on les connaît pas à l'avance, mais essayer voilà de définir un maximum à l'avance les questions et les sujets qui vont tomber. Et du coup après ça, donc juste après que tu sortes du plateau, c'est quoi ton ressenti, ton sentiment? C'est ça y est, c'est bon, c'est fait. Il y a un temps de déconnexion. Ouais, ça y est, c'est fait. Et puis c'était, en fait, j'ai envie de dire, indépendamment de ce qu'on a dit sur place, c'est super sympa à faire. Ça donne pas mal de visibilité. Le stress, enfin la partie justement après le stress est toujours vachement sympa. Bon, et puis la toute première question. Petit shot d'adrénaline. Ouais, exactement, ouais. Puis le premier truc qu'on cherche à savoir après, c'est ce que ça a donné. C'est impossible de savoir en étant sur place et en train de discuter avec le journaliste si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que j'ai dit les bonnes choses ou pas. Et donc, c'est que des avis extérieurs qui pourront dire, OK, là effectivement, tu as donné la bonne info. Là, c'était pas exactement ce qu'on s'était dit. Et de regarder après coup, quoi. Oui. Et donc, heureusement que j'avais mes deux sidekicks, Elodie et Benjamin, avec moi sur place pour aller débriefer derrière. Oui, c'est ça, d'avoir un peu les feedbacks. Exactement. Et après, justement, donc, comment ça s'est passé après l'interview dans les jours qui suivent? Est-ce que vous avez vu une augmentation, par exemple, du trafic sur le site ou des gens qui vous ont fait des feedbacks sur l'interview? Ouais, on a eu une augmentation du trafic sur le site, c'est évident. Beaucoup de feedback sur l'interview. Globalement, elle a été assez appréciée. Avec en fait la première chose qui est ressortie et c'est marrant, j'ai eu exactement le même feedback il n'y a pas plus que 15 minutes là juste avant de me connecter, c'est que c'était bien préparé, que on voyait où allait la discussion, on comprenait bien les éléments et donc ça met en avant l'intérêt d'aller vraiment bien préparer ça, parce que c'est une chose d'aller prendre de la visibilité dans une émission comme ça, c'est autre chose que de vraiment amener les bonnes infos bien préparées et de savoir exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'était un gros retour. On a eu pas mal de trafic sur le site supplémentaire et surprise aussi, on a eu du trafic qualifié avec un certain nombre d'inscriptions et d'ouverture de compte sur Blanc lié à ça. Donc intéressant. Donc c'est positif. Ouais, très positif. Ok, bon, et merci pour ce feedback sur BFM. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur cet aspect.
sur cet aspect justement discussion intéressante avec un journaliste et c'est ce que tu m'avais également confié pour citer les Échos, justement de pouvoir rentrer dans des discussions qui sont des discussions de fond. Je veux bien que tu reviennes sur ce sujet-là. Ouais, en fait, on a eu un certain nombre d'interviews qu'on a faites avec des journalistes durant cette phase de lancement de Blanc, qui était très intéressante, qui a donné lieu à l'intervention sur BFM, à d'autres. Il y avait vraiment un peu deux types d'interviews avec des journalistes de préparation. La première, c'était présenter ce qu'on faisait sur Blanc, qui venait en complément du communiqué de presse qu'on avait déjà envoyé. Les journalistes voulaient avoir un peu plus d'infos, creuser un peu plus le sujet, avoir des verbatims des dirigeants et publier un article. C'était l'essentiel de ce qu'on avait. Et finalement, on a eu certaines interviews avec des journalistes qui étaient, en fait, qui ont donné le moins de résultats à court terme, mais qui étaient presque les plus intéressantes. Par exemple, c'était le cas avec les Échos. C'était pas du tout pour aller parler de Blanc directement et présenter notre lancement ou présenter nos fonctionnalités. C'était plutôt, est-ce qu'on peut discuter du secteur, du mouvement dans lequel vous inscrivez, la néobanque pour les professionnels, l'évolution vers des outils de gestion de son entreprise et pas juste des outils bancaires. Globalement, dans quel secteur, dans quel mouvement on s'inscrit? Et le journaliste était là pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter dans ma compréhension de ce secteur-là, sur lequel je pourrais à un moment donné, mais pas forcément à la sortie de Blanc, potentiellement après, commencer à rédiger un article un peu plus complet sur quelle est l'évolution dans le monde des néobanques et notamment pour les professionnels. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne beaucoup moins de résultats à court terme parce qu'il n'y a pas eu d'article qui est sorti juste après, mais ça permet de commencer à se positionner et de se positionner en expert du secteur. Et en fait, quand on travaille sur un produit, comme c'était notre cas depuis plus d'un an, c'est évident qu'on connaît bien le secteur et qu'on a des choses à apporter, quoi. Ouais, une vision. Du coup, ouais, c'est vraiment une partie que moi j'adore parce que c'est aller, comme tu le disais très justement, aller au-delà du produit et vraiment d'être expert dans son domaine. Et ce genre d'interview, effectivement, parfois se fait même de manière très spontanée parce que ce journaliste des Échos, à un moment donné, il va écrire peut-être un article sur les comptes pro, leur évolution, etc. Et le fait d'avoir eu cette interview en amont, c'est à Blanc qu'il va penser en priorité, en disant j'ai déjà fait connaissance avec Simon, je vois qu'il y a du fond, qu'il s'exprime bien, qu'il a des exemples à donner et du coup c'est comme ça effectivement que l'on crée une relation pérenne avec des journalistes. C'est aussi de temps en temps prendre le temps de discuter de sujets qui sont pas immédiatement liés avec l'actualité, mais surtout avoir une vision sectorielle. Donc hyper enrichissant. Et du coup, une autre question parmi les interviews que tu as pu faire dans le passé, c'est est-ce que tu as déjà été confronté à des journalistes qui souhaitent justement pousser dans les retranchements, aller creuser sur des terrains un peu plus touchy? Est-ce que c'est quelque chose, j'ai déjà la réponse, mais c'est sympa de partager le retour d'expérience. On a eu... Globalement, la réponse générique est non. On a eu des journalistes qui étaient vraiment sympathiques en face, qui avaient pour la plupart bien bossé leur sujet, et donc ça s'est très bien passé. Et je pense aussi qu'on n'est pas dans une phase, c'était un lancement là, donc on faisait découvrir le produit au marché. Et donc on n'était pas dans une phase où certains auraient pu venir vraiment chercher le truc qui fait mal, le truc sur lequel on ne veut pas communiquer, etc. Par contre, on a eu quand même, pour illustrer l'aspect bien préparé en amont, on a eu certains journalistes qui venaient chercher des informations qui n'étaient pas du tout déjà ce sur quoi on voulait communiquer et qui n'étaient pas des informations sur lesquelles on pouvait parler. Par exemple, donc Blanc est une filiale du Crédit Agricole. Tout ce qu'on fait, on le fait avec du groupe Crédit Agricole, bien sûr. J'ai déjà oublié mon famille. Et du coup, exactement. Et du coup, forcément, on a certains journalistes qui sont venus chercher des informations directement sur la stratégie du groupe, sur la stratégie du Crédit Agricole, du LCL, etc., sur les pros, sur d'autres choses. Quand on a une question du type, mais du coup, est-ce que vous pensez que le groupe Crédit Agricole va aller se positionner sur tel sujet dans le futur, etc. C'est pas ma position de répondre à ça. De toute façon, j'ai
très peu d'informations là-dessus. Et donc, certains journalistes vont chercher à aller chercher des infos et sur lesquelles il faut vraiment pas hésiter, il faut l'avoir préparé avant, à botter gentiment en touche et à dire, excusez-moi, je ne peux pas répondre à ça, de toute façon, j'ai pas les éléments. On va plutôt essayer de passer d'autres choses, quoi. Oui, parce que sinon, si on n'est pas préparé à ça, en fait, ce qui se passe, et j'ai déjà vu, j'ai déjà eu des cas précédemment, c'est que les journalistes, en fait, souvent, ils sont très sympas, et comme c'est dans une discussion, on va forcément, se confier. Parfois, même avant, ça se faisait beaucoup d'aller prendre un petit déjeuner. Et c'est vrai que dans le fil de la discussion, on peut partir sur des choses et c'est très, très, très dangereux. Donc, c'est, comme je disais en tips, c'est OK de dire à un journaliste non, on ne va pas sur ce terrain. Il l'entendra tout à fait parce que parfois, ce qui est aussi très marrant à voir quand on connaît bien les ficelles du métier, c'est que certains journalistes connaissent très très bien en amont le secteur, les concurrents, ils sont très au fait, mais en fait ils vont poser des questions pour faire en sorte pour faire un peu le genre naïf en fait en disant mais j'ai pas bien compris telle chose alors qu'ils ont pertinemment la réponse à la question, mais ils veulent creuser. Donc c'est aussi connaître bien les ficelles une fois qu'on a fait un certain nombre d'interviews et pas se laisser piéger. C'est important de se dire, enfin pour ceux qui comme moi étaient vraiment débutants dans ce type d'activité-là, c'est pas une conversation avec un copain sur son produit ou sur quelque chose comme ça. Il y a un petit peu plus d'enjeux derrière. Il y a quelqu'un en face qui a son propre agenda et qui va chercher à aller récupérer un certain nombre d'informations. Dans la majorité des cas, ça se passe très bien, en tout cas tous ceux que j'ai vécu, mais ça nécessite de l'avoir préparé un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour revenir du coup sur un point, c'est quoi les avantages effectivement d'être accompagné par un pro parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, parfois effectivement par manque de budget ou même en se disant moi j'ai l'habitude de prendre la parole dans des webinaires, etc. Si tu peux faire peut-être un petit récap de ça. Il y en a plusieurs désavantages. Bon, le premier, le plus évident, c'est le réseau et la connaissance de ce secteur-là. Quand on a bossé avec toi, Elodie, au moins, tu as pu nous aider à comprendre quels étaient les journalistes à qui on pouvait aller parler, quel était le secteur de chacun, qui était le plus expert sur nos sujets. Ça aide énormément. Et arriver sans ça, c'est... dans ce cas-là, je ne sais même pas comment on aurait fait. On aurait jeté des communiqués de presse un peu partout et voir ce que ça donnait. Donc ça, c'est assez évident. Et la deuxième chose sur laquelle on était très content de pouvoir bosser ensemble, c'est tout ce qui est préparation au sens large, mais sur plusieurs aspects. Il y a la partie préparation dont on a parlé, qui est vraiment savoir ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, quelles informations on veut faire passer, etc. Ça, c'est important. La partie dont tu parlais juste avant, comprendre un peu plus les ficelles d'une interview comme ça, comment certains journalistes peuvent aller chercher une information ou pas, le fait qu'il n'y ait pas de off, quelques informations comme ça qui sont toujours bonnes à prendre sur des gens qui connaissent déjà le métier. Et puis là où tu nous as pas mal aidé aussi, c'est savoir à qui on a affaire, avoir fait les recherches avant de faire une interview. À chaque avant chaque entretien, avant chaque interview, tu venais nous voir avec là vous aurez affaire à tel journaliste qui a tel background, qui sait faire telle chose. Voilà tel type d'article qu'elle a publié sur des choses similaires. Bon, ça c'est inestimable quand on doit préparer et quand on doit rebondir sur ce que nous dit le ou la journaliste en face. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on se disait en intro, mais beaucoup de préparation. Et j'avais, c'est une dernière question, c'est quoi pour toi des RP réussis parce que effectivement, on peut voir les choses sous différents angles, mais quand on a accès à un pro, on a forcément un peu plus d'attente que quand on le fait par soi-même de manière non professionnalisée, quoi. Je pense que les RP réussis, c'est des RP qui répondent à un objectif précis qu'on s'est donné. C'est après coup, après l'avoir fait une première fois, et je considère que je suis encore très débutant là-dessus, mais ce que j'ai vu en tout cas là, c'est il faut y aller avec une idée en tête de à quoi vont me servir ces RP, ces différentes communications. C'est très sympa, alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, mais ça peut être très sympa de juste se voir dans la presse, qu'on parle de nous, que ses amis, que ses partenaires puissent lire des communiqués sur blanc sur soi-même dans la presse. C'est pas une fin en soi.
et c'est pas, ça fait simplement perdre du temps pour pas grand-chose. C'est important de venir avec une vraie idée de ok, je veux faire, dans notre cas par exemple, un certain nombre de RP pour le lancement, pour avoir de la notoriété, que les gens aient en tête ce que c'est que Blanc et considèrent que c'est une solution viable sur le marché. À d'autres moments, ça peut être parce que on a une très grosse fonctionnalité dont on veut faire parler et on veut que ça se sache et qu'un maximum de clients comprennent ce qu'il y a derrière. Ça peut être un autre objectif. Il y a pas mal, à mon avis, d'objectifs différents qu'on peut avoir avec les RP, mais il faut être, je pense, très clair au début sur ce qu'on veut aller chercher. Peut-être comment on va mesurer derrière l'impact de tout ça, quelques KPIs sur les mesurer après coup, est-ce que les RP ont eu le succès qu'on voulait, et faire ça de façon un peu pragmatique et pas juste je suis content, j'ai eu ma tête dans les échos. Voilà. Oui, ça va bien plus loin que ça, effectivement, et je pense que l'aspect notoriété et crédibilité, parce que quand on apparaît sur des médias qui sont d'envergure, un BFM, c'est vrai que ça crédibilise pas mal aussi la solution, ça permet de se positionner en tant qu'expert sur les sujets comme on le disait. Et moi, j'aimerais rajouter quand même une autre partie qui n'est pas inintéressante, c'est l'aspect que les journalistes sont aussi des influenceurs, des gros influenceurs dans leur domaine. Et parfois, avoir accès en fait à ces personnes-là qui sont potentiellement inaccessible, sans RP, aller discuter avec un journaliste, c'est hyper rare. Et encore moins qu'ils prennent le temps, une demi-heure, voire 1 heure, parce qu'on a parfois eu des journalistes qui ont pris 1 heure de leur temps, alors qu'on avait, nous, prévu une demi-heure d'interview, mais ils avaient vraiment envie de creuser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très très bon à prendre, et ces journalistes sont dans un écosystème, derrière fréquentent d'autres journalistes, en fait c'est un petit milieu, forcément, les startups tech, il y a beau y en avoir beaucoup aujourd'hui sur le marché, se démarquer c'est aussi par ça en fait, avoir les bonnes connexions et évoluer au sein du bon écosystème. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à pousser là-dessus, sur l'aspect se positionner comme un expert du secteur, apporter des éléments plus larges que juste son produit. Ouais, on a un peu tendance à dire je suis là pour parler, dans mon cas, de Blanc, et donc je vais parler de tout ce pourquoi Blanc, c'est vraiment sympa. En fait, oui, à court terme, c'est intéressant, ça va peut-être faire un article ou deux. En fait, à long terme, c'est plus intéressant, je pense, vis-à-vis de la relation avec le journaliste, de dire, Blanc s'insère dans ce secteur-là, mais globalement, ce secteur-là, il va dans telle direction. D'ailleurs, on a un certain nombre de confrères à côté qui font des choses différentes. Et ça, c'est plus intéressant pour les personnes qu'on a en face. Ouais, c'est ça. Les RP, ça passe beaucoup par l'humain, en fait. C'est de la relation. En relation presse, il y a le mot dedans. Et c'est vraiment des connexions, un fit qui va se faire. Et quand les journalistes vont vraiment bien percevoir que la personne que j'amène en tant que pro a des idées sur le secteur et ne vient pas uniquement vendre sa sauce en disant on est les meilleurs, voilà ce qu'on fait, forcément que ça crée un lien plus durable. C'est ce que les journalistes recherchent, mais in fine, c'est aussi ce que les prospects recherchent. En lisant un article, c'est de se dire ça va au-delà du produit, parce que un produit, on a d'autres canaux sur lesquels communiquer qui sont parfois un peu plus agressifs en termes de pub, de tracking. On avait une question de Serge. Alors, au-delà de son entreprise, il faudrait montrer son expertise pour montrer sa légitimité, selon moi, devant les journalistes. Oui. Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait là, c'est-à-dire si on fait juste que parler de son entreprise, ça donne pas beaucoup de visibilité, ça fait un peu j'ai monté ça tout seul dans mon coin et je ne sais pas si c'est pertinent sur le marché. Dire simplement dire plus largement je connais bien le marché, j'ai regardé tout ce qui s'est fait, je suis capable d'en parler à un journaliste et le journaliste est capable aussi d'ailleurs de mettre ça au sein d'un article plus large. Forcément ça aide le produit, même indirectement ça aide énormément le produit et ça donne beaucoup plus de légitimité. Complètement. Ouais. Tout à fait. Après, on en revient toujours au même mot, mais il faut l'avoir préparé un peu aussi, ça. Sortir une analyse complète du marché avec comment se positionnent tous les concurrents, dans quelle direction ça va, etc. Il faut avoir quelques idées en place avant d'en discuter avec un journaliste. Oui, forcément.
Oui, ça nécessite voilà, d'être toujours en veille et pas que la tête uniquement dans le produit. C'est aussi prendre de la hauteur sur ce qu'on fait. Bon, c'est un pli à prendre voilà, de manière quotidienne, quoi. Ok, et ben on arrive à la fin de ce live qui a passé encore une fois très vite, mais qui était hyper enrichissant. J'espère que vous avez apprécié, vous qui étiez de l'autre côté de l'écran. J'espère que vous avez eu pas mal de tips, de retours d'expérience grâce à Simon. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent voilà, après le live, on est toujours là pour y répondre, que ce soit Simon ou moi. Et du coup, n'hésitez pas voilà, jeter un petit coup d'œil à Blanc, c'est très très cool ce qu'ils font. Et puis à suivre, oui, c'est cool, ouais. à suivre Anglo sur LinkedIn et YouTube pour être au courant des prochains lives, des prochains tips en RP. Et du coup, Simon, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et merci à tous. Bonne journée.